Bonjour à tous et bienvenue. Ils étaient quasiment 19 000 à garnir le stade d'Ornano ce vendredi soir contre Martigues. Quasiment 19 000 à pousser encore une fois le stade Malherbe de Caen pour les derniers espoirs d'un hypothétique maintien. Et puis patatras, Malherbe a pris 3-0 face à une formation de Martigues qui a pourtant l'un des plus petits budgets de Ligue 2, qui a été rétrogradé en première instance par la DNCG il y a quelques mois, qui avait plein de soucis, que tout le monde disait condamner. Et on a deux équipes au destin totalement contraire. Martigues qui se donne encore la possibilité d'y croire, qui fait une deuxième partie de saison admirable. Et de l'autre, on a le stade Malherbe de Caen, qui a donc appris une nouvelle claque 3-0 et qui jouera l'année prochaine en National 1, la 3e division française. Rendez-vous compte que cela faisait 41 ans, je crois, que Caen oscillait entre la première et la 2e division. Donc plus de 4 décennies, et là d'un coup, non, tu tombes. Alors, on va tout de suite dire, est-ce que c'est la faute des Bappé, les nouveaux repreneurs depuis cet été? Bien sûr qu'ils ont une grande part de responsabilité. Mais Caen avait commencé déjà à creuser sa propre tombe depuis quelques temps. On va évidemment y revenir. Mais je vais terminer là-dessus. On a un public d'une fidélité, d'une loyauté incroyable. Caen fait une saison apocalyptique. Et pourtant, plus de 15 000 personnes en moyenne ont garni le stade. C'est la deuxième meilleure affluence de Ligue 2. Même en déplacement, ils étaient là. Donc on peut comprendre le ras-le-bol. Il y a eu un petit envahissement de terrain après Martigues. Il y a encore eu des banderoles contre la direction, contre les joueurs. Il y a une exaspération bien logique. Parce que, alors que les fans ont été présents du début à la fin et ont donné quelque part un petit espoir et un supplément d'âme à cette équipe qui en était malheureusement dépourvue, on a une direction, elle, qui joue au fantôme. On se demande même où elle est actuellement. Alors ce n'est pas Scooby-Doo où es-tu, c'est direction de Caen, où es-tu? Où sont ces spectres? Parce qu'on a l'impression que ce club n'est pas tellement géré. C'est-à-dire qu'on l'avait expliqué il y a quelques mois, hein, ça allait dans le mur, tout le monde était au courant dans le milieu du foot, mais il fallait rien, pas trop dire, etc. Non, c'était le coach, les recrues, on n'a pas eu trop le temps de se préparer. Enfin, il y avait toujours une excuse. Mais non, parce que cette équipe et cette direction qui a toujours dit non, non, nous c'est la Ligue 2, et qui avait même des discours surréalistes. Au tout début, c'était la Coupe d'Europe. Et même cet hiver, donc on fait venir Bruno Balthazar, on y reviendra, le coach portugais, qui va nous dire en conférence de presse que Caen, de façon à terme, c'est la Coupe d'Europe. Et on a eu Reda Hamache, le directeur sportif, donc, qui est venu aussi cet hiver. Lui aussi, il a dit non, moi je fais que de la Ligue 2, hein, c'est plan Ligue 2. Je vais donner une petite statistique pour montrer à quel point la direction est complètement déconnectée de la réalité et que ça ne peut pas marcher. Caen, sur les 10 dernières années, j'ai vérifié, hein, présente la 3e pire moyenne de points par match d'un club de 2e division. Sur les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il faut remonter en 2020-2021 pour trouver une équipe avec un pire bilan. C'est Châteauroux. Et ensuite, tu remontes en 2017-2018 pour Tours. Il y avait également Orléans qui était quasiment pareil lors de la saison tronquée par le Covid, donc en 2019-2020, je crois. Donc rendez-vous compte que sur les 10 dernières années, Caen, en moyenne de points pris par match, c'est la 3e pire équipe de la Ligue 2. Et à aucun moment, tu as eu la direction qui s'est dit « Attends, peut-être que là, c'est mission commando, on doit jouer réellement le maintien. » Non, à aucun moment, il y a une totale déconnexion de la réalité, une arrogance, une condescendance absolument inouïe. Mais encore une fois, on va remonter aux causes. Comme on l'a expliqué dans la vidéo d'il y a quelques mois, qui mettait en garde, et je le répète, hein, j'étais pas Madame Irma, hein, j'ai aucun mérite. Hein. Tous les gens à l'intérieur du club, ils étaient au courant, mais ils n'osaient pas forcément parler à la direction. Dans le milieu de la Ligue 2, tous les recruteurs, les autres coachs, etc., tous, ils te disaient quand ça tombe. C'est-à-dire que tout le monde le savait, sauf la direction qui avait encore des œillères. Caen, on l'avait répété, c'était un club qui financièrement n'allait pas très bien. Et aujourd'hui, j'entends oui, mais sans l'investissement des Bappé, ça aurait été la liquidation judiciaire, etc. et tout. Alors, c'était réellement la liquidation judiciaire. Pourquoi vous avez valorisé un club quasiment à 20 briques? C'est-à-dire que si c'est un club qui n'a plus un copec et qui va couler, pourquoi tu la rachètes avec une valorisation à 20 millions? Alors, à moins d'être le plus grand pigeon sur Terre, il va falloir me l'expliquer. Mais ça, on l'avait dit aussi l'été dernier. J'envoyais des articles. Ah oui, c'est un super projet. Oui, c'est un super club, quoi. Le soutien populaire, les structures, c'est historique, la formation, tout ce que tu veux. Sauf que la précédente direction, mais il faut voir la gestion qu'elle a eue, hein, notamment M. Olivier Piqueux. Comme on dit dans le milieu, Piqueux a commencé les premiers clous et Faiza et toute la fine équipe ont terminé de mettre les derniers coups de marteau restants. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand les années d'avant, qui on se rappelle avaient aussi flirté une fois avec la relégation, avaient un gros budget, hein. 2023-2024, on a plus de 16 millions de masse salariale. Hein. C'est-à-dire le double de Grenoble ou Laval. Guingamp est à peu près à 10 millions, pour vous comparer. Alors, c'était la 7e masse salariale. Pourquoi? Parce que tu avais Bordeaux-Saint-Etienne, c'était injouable. Tu avais Angers et Auxerre, qui avaient les ambitions et surtout qui descendaient de Ligue 1. Donc, ils étaient un petit peu au-dessus, surtout Angers, c'était très peu. Et puis, vous avez 3 qui avaient un budget pas possible de par le City Football Group. Mais je veux dire, tu avais les 6/7e globalement en budget, on va dire le 7e. Tu avais une très grosse masse salariale. Ta masse salariale était quasiment aussi grande que tous tes revenus. Donc financièrement, c'était une cata. Caen perd en moyenne, avant les transferts, entre 10 et 12 millions. Et encore, ils ont pris l'argent de CVC. Donc déjà, où tu vas acheter un club en le valorisant 20 briques, alors que déjà, tu es sûr de perdre entre 10 et 12 millions par an. Mais bon, soit. Donc train de vie démesuré. Ensuite, en interne, il y a eu beaucoup de problèmes. Enfin, les changements, on en a déjà parlé un petit peu.
Puis le profil de l'effectif n'allait pas du tout. Il y avait des joueurs qui avaient la tête ailleurs, qui voulaient partir cet été. Sauf qu'en fait, quand, comme vous l'avez vu, ils perdent entre 10 et 12 millions par an. Donc pour équilibrer les comptes, ils doivent vendre à peu près pour 10 millions. On le rappelle, il y a eu des mecs comme Utunji, Basset et tout, qui avaient été prêtés. Le club ne comptait même pas sur eux. Finalement, ils ont réussi une saison. Donc tous y sont partis. Donc on a énormément vendu cet été à Caen. Il y en a eu plus de 9 millions de transferts. Ça permettra donc à la famille Mbappé de ne pas forcément remettre la main au pot. Ils vont devoir un petit peu remettre quand même. Il y a CVC en plus qui a donné 1,5 million. Donc quelque part, financièrement, tu avais comblé ton trou. Ok. Sauf que les recrues de cet été, c'était une cata, il n'y avait pas de direction sportive, tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Tu te dis, ok, cet hiver, on va changer les choses. Donc tu dégages Nicolas Seub. Le problème de l'éviction de Nicolas Seub, c'est pas tellement la moyenne de points. Évidemment, la moyenne de points, il aurait pu se faire virer parce que ça n'allait pas du tout. Sauf que tout le monde voyait qu'il y avait un problème entre l'effectif, entre la direction, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fil de conducteur. Il y a des joueurs qui étaient déjà partis, qui voulaient déjà s'envoler l'été dernier, donc qui n'avaient plus tellement la tête à Caen. Tu n'avais pas vraiment un effectif de bosseurs, ça râlait souvent quand ça disait faut faire ci, faut faire ça, c'est fou. Tu avais un manque de leader, surtout quand Yann M'Vila n'était pas là. Alors là, pour le coup, quand il était là, il avait drainé quelque chose, une certaine exigence et tout. Pour le coup, il n'y a pas de souci. Donc, tu arrives cet hiver, tu dis ok, je change tout. Tu ramènes Balthazar. Balthazar, c'est une volonté de Reda Hammach, le directeur sportif qu'ils ont fait venir du Red Star, qui voulait faire venir Balthazar déjà au Red Star à l'époque. Et donc, Balthazar signe à Caen avant même que le directeur sportif ne soit là. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que Reda Hammach a travaillé pour Caen avant la fin de son contrat au Red Star ? C'est une petite question qui serait d'ailleurs assez intéressante. En tout cas, Balthazar arrive. Là, on va te parler de Coupe d'Europe, d'ambition, de je sais pas trop quoi. Mais en fait, Seub a été dégagé avant une série de matchs potentiellement abordables, notamment à domicile. Tu te doutes bien que le timing n'était pas fait au hasard. Et là, une catastrophe absolue. C'est-à-dire que Bruno Balthazar, je crois, va perdre absolument tous ses matchs. Alors certains vont dire, ah, ça devait être une pipe, etc. et tout. C'était surtout qu'il n'était pas fait pour ce job-là. C'est-à-dire qu'en interne, il y en a qui ont plutôt un bon avis, qui vont dire, oh, c'était plutôt un bon entraîneur, il avait des idées, etc. Mais à ce moment-là, tu n'avais pas besoin d'un entraîneur comme ça. En fait, c'était le profil qui n'allait pas. Sachant que tu ne peux pas comparer le Red Star et Caen. Ce sont deux situations complètement différentes. Or, en fait, Reda Hammach, il voulait déjà ces mecs-là au Red Star. Donc, je me suis dit, ok, je vais transposer. Notamment le joueur gabonais, Moussounou, je crois, il s'appelle un défenseur central. Il a tout fait pour le faire venir au Red Star. Et donc, on rappelle, tu es dans un club qui a besoin de points en urgence, qui a besoin de stabilité, etc. Cet hiver, on a fait des joueurs, 4 sur 5, qui ne jouaient pas du tout. C'est-à-dire des mecs qui physiquement n'étaient pas prêts. Certains qui ont eu des blessures toutes ces dernières années, notamment Ben Raoult qui était en Croatie, qui est un bon joueur d'ailleurs au demeurant. Grand Cyr, c'est exactement pareil. C'est des mecs-là n'ont quasiment eu aucune titularisation depuis des mois et des mois. Puis tu rajoutes les conditions financières parce qu'on est dans un mercato d'hiver même où tu pouvais faire de l'appoint. Par exemple, le Red Star fait l'aumônier de Guingamp. L'aumônier, il est moins cher par exemple que Moussounou. L'aumônier qui était prêt, etc., qui a l'expérience de la Ligue 2, voilà. On sait ce qu'on a avec l'aumônier. Moussounou, je dis pas qu'il est mauvais. Il arrive dans une situation compliquée, alors ça n'a pas du tout marché. Mais financièrement, il est plus cher. Hein, parce que je doute que les clubs à Chypre ils prennent une partie du salaire. Hein. Donc chargé, ça on doit être quasiment à 20 000 à peu près par mois. Ensuite, tu as le roi de Tinder que tu as ramené de Pologne. Il n'a quasiment pas joué, mais il jouait déjà quasiment pas. Donc on a vu les pépins physiques un peu des uns des autres. Et tu récupères quand même en prêt le latéral gauche remplaçant du PFC, Godin, je crois. Alors là, pour le coup, c'est une bonne idée et c'est le seul, globalement, qui va donner satisfaction. Ensuite, tu vas ramener des mecs qui étaient plus ou moins bannis et tout. Défensivement, c'est une catastrophe. Tu n'y arrives absolument pas. Tu as un problème de gestion des émotions. Puis tu as des mecs qui ont la tête ailleurs depuis très longtemps. Et surtout, en interne, tu as vraiment de révolte, en fait. C'est fou. Et ensuite, donc, Balthazar, on voit que ça n'a pas marché. Alors, encore une fois, c'est que c'était pas surtout le bon profil. Il faut encore voir au directeur sportif qui s'est quand même complètement planté et sur le choix du coach et sur le choix des recrues. Mais bon, il paraît que là, voilà, on pourra le juger en national selon l'article de l'équipe. Il y a quand même une mansuétude envers certaines personnes de la direction à Caen. Je trouve ça effarant, mais soit. Donc après, tu ramènes Der Zakarian, mais bien trop tard. Tu as un petit réveil, tu as ce match nul face à Metz, mais enfin, mais globalement, tu es au fin fond des pâquerettes. Mais depuis le début de la saison, en fait. Je veux dire, depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis Nicolas Seub, tu n'avais même pas un point par match non plus. Sauf que là, en effet, c'est allé de mal en pis avec une espèce de je m'en foutisme, etc. Et quelque part un abandon. On a une direction qui n'est pas là, on a des gens qui sont venus, type prêcheurs, etc., ils sont déjà repartis. Enfin, il y a une ambiance horrible en interne au niveau de la formation, dans les bureaux. Tu as l'impression que c'est un club fantôme. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai mis Scooby. Hein. C'est le club fantôme. C'est-à-dire, on le gère de loin, tu as des gens dans l'organigramme comme Faisal Amari, la maman de Kylian Mbappé. Bah non, à un moment donné, tu as eu d'autres personnes, en fait, tu comprends pas trop, j'avais expliqué. À un moment donné, tu as eu les conseils de Luis Campos, de Bilal Ghazi, de ci, de là. C'est ça un club de foot. Enfin, c'est normal en fait que tu ailles complètement dans le mur avec, je répète, cette condescendance, ce décalage avec la réalité, c'est-à-dire que tu n'as pas pris connaissance du contexte local, absolument pas, à aucun moment, et surtout que quand ça tanguait, il n'y avait plus personne quasiment. C'est-à-dire que, elle est où la direction? Non mais elle parlera bientôt. Mais t'as mis en présidence Ziad Hamoud, un mec qui ne connaît même pas les règles du foot. C'est juste un mec des montages financiers. Oui, oui. Et pourtant, t'as des moyens. Je veux dire, t'as quand même de l'argent à Caen. T'as le public, t'as tout pour bien faire. Et tu termines avec le 3e pire bilan des 10 dernières années en Ligue 2. Tout club confondu. Et à aucun moment tu t'es dit on va jouer le maintien. Ben, bravo.
Bravo pour être autant déconnecté de la réalité, j'ai envie de dire grande. Et surtout derrière, là il reste 3 matchs. Donc Clermont est à 7 points, mais Clermont a un meilleur goal average que toi. Tu me dis, mais si Caen gagne les 3 derniers, bon, surtout que là ils vont à Lorient, ils auraient pu avoir l'espoir de se dire, bon, Ajaccio risque de couler, il y a un ou deux clubs qui sont potentiellement compliqués, terminons avant-dernier, on peut se faire repêcher. Mais non, tu vas terminer en plus dernier de Ligue 2. C'est-à-dire que tu ne seras même pas repêché parce que le dernier ne peut pas. Donc non seulement tu es relégué, ça fait plus de 40 ans, mais en plus tu as l'outrecuidance de terminer dernier alors que Clermont, c'est devenu un club de mort-vivant. C'est tellement un club de mort-vivant que Caen avait réussi à gagner à Clermont. Mais tu vas réussir à terminer derrière Clermont. Parce qu'il reste 3 matchs, donc 9 points à prendre. Tu vas à Lorient là. Bon, inutile de dire qu'en théorie, ça va se terminer en éprouvette. Donc tu vas terminer dernier avec l'un des pires bilans des 10 dernières années. Tu arrives en national et là on va parler finances. Parce que là encore on va revenir à la valorisation du club l'été dernier. Caen c'est un super club, je le répète. Sauf qu'il valait pas du tout ce prix là. Et là, on te fait comprendre, ouais mais c'était compliqué, heureusement que les Mbappé sont venus. C'est vrai, très bien. Sachant qu'avant il y avait une augmentation de capital de Monsieur Capton. Monsieur Capton, actionnaire minoritaire, Monsieur Capton bien silencieux aussi. Il dit que c'est pas lui, etc. aujourd'hui. Mais Monsieur Capton, déjà à votre époque, c'était quand même la foire fouille le club. C'était quand même n'importe quoi. C'est pour ça, hein. Oui, il y a une responsabilité de la direction actuelle. Mais faut pas oublier que, je le répète, hein, il y en a qui ont planté des clous dans le cercueil depuis un petit moment. Donc, passons ainsi, Monsieur Capton, le très silencieux Monsieur Capton ne dit rien. Et donc, on avait valorisé le club à quasiment 20 briques. Un club qui perd plus de 10 millions par an. Ok. Parce que là, tu tombes en national. Donc, tu perds les droits TV. On va reprendre le bilan 2023-2024. Tu avais pris 4,5 millions de droits TV. En national, ça va être zéro. Hein. Tu vas avoir une baisse, évidemment, de revenus publicitaires, de revenus de sponsors, de revenus de match, etc. Tu vas perdre à peu près, je pense, 6 millions de revenus. Sachant que tu n'as plus l'argent de CVC, 6 à 7 millions. Tu vas baisser ta masse salariale, d'accord. Mais ça fait que tu vas quand même perdre 15 briques, hein, à peu près. Hein. Je fais à la louche. Hein. Parce que droit TV, tu n'auras plus rien, tu n'auras plus les aides de CVC, tu vas perdre en sponsoring en ci en là. Oui, tu vas baisser ta masse salariale, mais ça ne compensera pas tout. Hein. Donc tu auras encore plus de pertes. Parce que les structures, il faut les entretenir. C'est ça qui coûte très cher. C'est pour ça que tous les clubs qui sont en national et des grosses structures, ils ont dû se séparer de certaines choses à un moment, parce qu'autrement, tu ne peux pas. Donc qui va payer ça? Et c'est pour ça que je termine là-dessus, parce qu'il y a quand même des gens qui font des très bons calculs. Il faut toujours se poser la question de qui fait quoi. Qui avait ouvert une boîte d'agents et qui, bah non, en fait, non, ça n'a pas du tout marché. Qui a repris un club, mais bon, je suis pas trop là en fait, mais ça ne marche pas du tout. Et qui va devoir payer les 15 briques à peu près? Parce qu'à un moment donné, ouais, tu peux vendre des joueurs, mais ça va pas durer ad vitam aeternam. Donc c'est beau parce que c'est quasiment le salaire de Kylian Mbappé au Real. Donc bah voilà, j'espère que les gens à Caen seront contents et à Madrid et aussi pour le joueur de savoir que globalement son salaire il va aller pour éponger le trou financier de Caen. Donc c'est terrible, on parle d'un super club. On parle de gens, voilà, après ils ont voulu faire cet investissement-là. Pour le coup, l'argent il est traçable, donc c'est bien, c'était différent d'autres choses. Il y avait, sur le papier, tu avais envie d'y croire, tu te dis super. Sauf que dans la réalisation, l'orgueil et l'arrogance ont complètement tué le club qui, indépendamment de tout ça, a bénéficié d'un exceptionnel soutien populaire. Donc bonne chance évidemment à Malherbe pour l'année prochaine. On espère qu'ils remonteront parce que c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et en attendant, un grand courage aux supporters et aux employés parce qu'encore une fois, ce sont eux qui vont trinquer. Keep the faith.